Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Voilà, bonsoir à toutes et à tous en ce mercredi 29 octobre 2025. Très heureux de vous retrouver, il est 19h30 tout pile. Et quel plaisir sincèrement de vous retrouver. Voilà, après notre petit road trip aux États-Unis, nous sommes de retour bien sur notre plateau, ici à Paris. Bienvenue dans Tech Co, la quotidienne. On va reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Et vous le savez, chaque soir, nous sommes en direct, 19h30, 21h, pour causer tech avec les meilleurs experts et les meilleurs invités. Avec ce soir, au sommaire de ce Tech Co, la quotidienne, on évoquera cette information étonnante. Microsoft, ça y est, détient 27% d'OpenAI. Qu'est-ce que ça représente et quelles conséquences? On va en parler dans quelques instants. On évoquera aussi cette alliance entre Uber, Stellantis et Nvidia pour fabriquer d'ici 2027 des robotaxis. On parle de plus de 100 000 robotaxis un peu partout dans le monde. Et puis, en compagnie de Jean-Baptiste Suette, tout à l'heure, on évoquera le futur de la téléphonie mobile. Est-ce que Starlink sera bientôt compatible avec les iPhones? C'est la petite musique qui est en train de monter, c'est la rumeur qui enfle dans tous les médias et sur Internet. Visiblement, Apple serait en pourparlers avec la société d'Elon Musk pour que dans quelques années, on puisse passer des coups de fil et surfer sur Internet partout dans le monde grâce à un iPhone. Ce sera en toute fin d'émission. Un grand merci d'être là. Bienvenue. C'est parti pour Tech Co, la quotidienne. Tech Co, la quotidienne. Le débrief de la tech. Le débrief de l'actu tech avec ce soir, pendant 1 heure pour débriefer une actu dense et passionnante. Sur le plateau de Tech Co, Fanny Bouton. Salut Fanny. Bonsoir François. Directrice du quantique chez OVH Cloud. Mon petit doigt me dit qu'on va parler tout à l'heure d'Alice et Bob. Ah bah oui, j'espère bien. C'est un petit chouchou et voilà, c'est une start-up qui est en train de faire ses preuves dans le monde du quantique et qui a même eu son moment de gloire. On en parlera tout à l'heure lors de la fameuse GTC de Nvidia présentée par Jensen Huang. Ce sera dans quelques instants. À tes côtés, c'est Enguerrand Renaud. Salut Enguerrand. Salut François. Enguerrand Renaud, consultant chez Image 7, ancien journaliste au Figaro, aux Échos, fin connaisseur de toute l'actu tech. Merci d'être là, Enguerrand. Et puis Yves Maître est avec nous ce soir. Mon cher Yves, comment ça va? Bonsoir, très bien. Mon cher Maître. Mon cher Maître, bien sûr. Oui, c'est moi-même. Oui, mais après, j'ai pas envie qu'il sente trop à l'aise. C'est ça. On est d'accord. Operating Partner chez Jolt Capital, ancien président de HTC. Tu as travaillé chez Orange. Tu connais parfaitement tous les rouages de la tech américaine, asiatique. Et tu nous fais l'amitié de nous faire partager tout ça régulièrement dans Tech Co. Et je t'en remercie encore une fois. Pour débuter donc, ce nouveau coup de tonnerre dans la tech américaine. Microsoft annonce désormais détenir, écoutez bien, 27% du capital d'OpenAI. Nouvelle valorisation après un changement de statut pour la maison mère de ChatGPT. Microsoft voit désormais sa participation valorisée à 135 milliards de dollars. Étienne Braque nous expliquait tout cela. C'était il y a quelques heures sur BFM Business. On l'écoute tout de suite. Ça y est, Microsoft et OpenAI ont trouvé un accord sur leur relation et Sam Altman a donc tourné la page du statut de société à but non lucratif. Il a donc plié aux exigences de Microsoft et de SoftBank, deux gros actionnaires, et donc désormais OpenAI pourra verser des dividendes, entrer en bourse éventuellement, mais aussi convaincre plus facilement de nouveaux actionnaires qui forcément ont besoin de visibilité et de retour sur investissement. Un retour sur investissement pour Microsoft qui passe par également une fourniture de services avec hier un montant astronomique qui a été annoncé puisque OpenAI s'engage à acheter 250 milliards de services à Microsoft en ce qui concerne le cloud Azure. Donc vous voyez, ça apporte beaucoup de visibilité pour Microsoft sur cette activité qui est bien sûr la plus rentable et puis surtout un retour sur investissement en dehors de ces services qui est juste gigantesque puisque depuis 2019, Microsoft a investi environ 13 milliards de dollars et donc aujourd'hui, cette participation est valorisée 135 milliards de dollars fois 11 donc en l'espace de 6 ans, sans compter bien sûr la vitrine technologique et également la visibilité que ce partenariat a offert à Microsoft. Alors voilà, on pourrait se dire, c'est encore qu'une histoire de gros sous, cette histoire-là, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. Déjà, les relations sont visiblement en train de s'apaiser entre Sam Altman et Satya Nadella, le patron de Microsoft. C'était quand même assez tendu ces derniers temps. Je crois que l'un avait même évoqué de saisir les autorités de la concurrence pour rompre le contrat que OpenAI avait signé avec Microsoft donc à l'époque. Ça, c'est la première chose. Ils se sont entendus. Enguerrand, la deuxième, c'est que OpenAI change de statut, devient une entreprise quasiment comme les autres,
qui va pouvoir verser des dividendes à ses actionnaires, ce qui n'était pas possible avec le précédent statut qu'elle avait. Mais il faut se rappeler que c'est quand même l'épilogue du drame qui s'est noué il y a un an, c'était en novembre 2024, quand Sam Altman avait été viré de sa propre entreprise par les tenants du fait que OpenAI devait rester non-profit. Lui était pour une évolution vers une société profitable et commerciale. Et à l'époque, il avait été sauvé quand même par Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui avait dit je t'embauche quand tu veux, et sinon il l'a remis en selle. Après, il a fait. Excuse-moi, je te coupe. C'était en novembre 2023. C'était pas 23, il y a 2 ans, voilà. Donc ils ont mis 2 ans. Ils ont mis 2 ans à faire ça. Et effectivement, ça se split en deux. Il y a la fondation qui reste et qui, elle, va être actionnaire à hauteur de 26%. Donc, la fondation va disposer d'une valorisation de 130 milliards. Ils ont déjà annoncé qu'ils allaient investir 50 milliards dans des projets caritatifs autour de la santé et de l'IA inclusive. Donc, je veux dire, la partie non-profit a quand même les moyens de s'exprimer. Et la partie profit, c'est effectivement Satya Nadella, c'est SoftBank. C'est donc une valorisation aussi 27%. Bon, une règle de 3, ça fait une valorisation d'à peu près 500 milliards. Ce que disait Étienne, multiplication par 11 de l'investissement, c'est quand même le plus bel investissement qui a jamais été fait par Microsoft. Et donc Microsoft a 135 milliards sur les 500 voilà, c'est ça. Finalement. Alors il y a quelque chose que j'ai pas bien vu et j'aimerais bien effectivement creuser et comprendre et que j'ai pas vu tout de suite, c'est Nvidia qui avait investi 100 milliards en actions. Alors je sais pas si c'était en actions sans droit de vote ou si c'était du pur vendor financing, c'est-à-dire financer, c'est-à-dire le fournisseur qui finance son client, ce qui était un peu compliqué. Mais bon, donc là, là, effectivement, ce qui est important, c'est que ça ouvre la voie à une future cotation de OpenAI au Nasdaq. Et là, ça va être la belle histoire des 2 années à venir. Et comme tu le disais, belle opération pour Satya Nadella qui, au départ, avait investi 14 milliards dans OpenAI. Il se retrouve à 137. À 137, quasiment x10. Pas mal, quand même. Qui enchaîne là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses de ce rebondissement, Fanny? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Microsoft ne va plus être juste un opérateur de cloud. Finalement, là, on passe carrément ils deviennent stratégiques dans l'IA avec ce qu'ils viennent d'acquérir, puisqu'ils vont avoir quand même mainmise et priorité sur aussi ce qui va être produit par OpenAI. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi tous les outils qui vont servir. Ils pourront avoir quand même un accès en avant-première ou pendant encore quelques années. Voilà. Est-ce qu'effectivement, les tensions ces derniers mois, c'était sur les relations exclusives. Bien sûr. Puisque effectivement, Sam Altman ne voulait plus avoir comme seul débouché Microsoft et son copilot. Donc ils ont fait avec Anthropic, ils ont fait voilà. Et d'un autre côté, et moi je trouve ça beaucoup plus sain comme ça d'avoir encore des relations privilégiées sur les propriétés intellectuelles. Microsoft aura accès aux innovations d'OpenAI jusqu'en 2032. Exactement. Voilà. Mais qu'on ouvre l'écosystème et ça c'est beaucoup plus sain. Cher maître, je vais t'appeler comme ça maintenant. Non, mais si. Tu sais, on m'a fait ça depuis que j'étais à l'école. Mais bien sûr, il y a le maître et le maître. Oui, évidemment. On va essayer de plus sérieusement passer à autre chose. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que c'est un vrai changement et ça lève beaucoup d'interrogations sur beaucoup de choses. Okay, alors on va pas prendre toutes les choses les uns après les autres, mais quand même. Déjà, il y a dans l'écosystème, il y avait 2 types d'animaux. Des animaux libres, comme OpenAI, comme Anthropic, et des animaux non libres, comme les AI de Meta ou celles de Google, qui appartiennent, ou Grok quelque part, qui appartiennent à des groupes qui ont les moyens de leurs propres revenus. Okay. Puis après, dans le cloud, il y avait les clouds aussi liés, comme celui de Google, comme celui de Meta, etc., et des clouds, entre guillemets, libres de partenariat, comme AWS et, dans une certaine mesure, Azure. Tout ça est chamboulé, sauf pour Anthropic et AWS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que le moteur, le LLM, est fondamentalement lié à un cloud. Et la mise au clair de la relation entre Azure et OpenAI était absolument nécessaire. C'est fait, c'est réglé. Reste pour compte
quelqu'un qui doit régler ce problème-là, c'est AWS et, d'un autre côté, Anthropic. Donc on peut imaginer que les prochains qui vont régler le problème, c'est AWS et Anthropic. Et pour rester dans la course. Pour rester dans la course. Deuxième chose, pour moi, encore une fois, c'est mon analyse, toute la spéculation sur la bulle de l'AI, est-ce qu'elle va exploser, est-ce qu'elle ne va pas exploser? Pour moi, le fait, et tout le monde disait, si elle explose, il y a de grandes chances qu'elle explose via OpenAI, qui ne peut pas se financer parce qu'ils ne sont pas cotés en bourse et qui n'ont pas de revenus de quoi que ce soit. C'est ce qu'on disait il y a 2 semaines. C'est ce qu'on disait il y a 2 semaines. Et bien ce problème-là, quelque part, est fortement réduit. Je n'ai pas dit qu'il disparaissait, j'ai dit qu'il est fortement réduit. Parce que maintenant, tout le monde a à peu près des moyens de financement ou de racheter. Parce que j'imagine qu'il y a des accords cachés qu'on ne connaît pas, qui sont un peu liés à ce truc-là. On ne signe pas un contrat de 250 milliards en disant je te signe un contrat de 250 milliards, j'investis beaucoup d'argent pour créer mes data centers, puis si tu te casses la figure, bah moi aussi. Non, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, ce genre de choses. Donc on peut imaginer qu'il y a des accords par derrière qui sous-entendent que l'un va aider l'autre en cas de difficulté. Troisièmement, pour les entreprises et pour les responsables des services IS/IT dans le monde entier, va se poser la question de la décorrélation ou pas et des types de contrats que eux vont signer. Je sais pas, l'entreprise SNCF par exemple, ou Stellantis ou qui vous voulez. Quel type de contrat ils vont signer pour Office et pour leur partenariat, pour leur cloud avec Microsoft? Comment l'AI va être intégré ou pas intégré dans cette affaire-là? Donc on voit bien que le fait d'avoir réglé le problème, d'avoir réglé cet embroglio enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait, soulage, à mon avis, un peu tout cet écosystème pendant un certain temps et remet les choses au clair, et il y en avait besoin. Donc moi, je pense que c'est une décision qui permet la clarté, qui permet de tracer les lignes pour les quelques années à venir, y compris sur les technologies futures et sur... Voilà. Donc, et je trouve ça très sain. Ce qu'on oublie de dire aussi dans ce partenariat, c'est qu'il y avait au-dessus des épaules des 2 garçons, là, qu'on voit sur les écrans derrière nous, il y avait le régulateur américain. Ouais. Parce qu'il ne faut pas qu'il puisse y avoir un certain nombre de choses illégales. Donc le truc était un petit peu tordu, était compliqué. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis du temps. C'est pour ça qu'il y a eu des tensions de négociation entre eux. Mais maintenant, je pense que c'est clair. Et quand même, au bout du bout, la liberté d'OpenAI et de Sam Altman, qu'ils ont clamé pendant beaucoup de temps, bah, c'est une liberté sous surveillance très importante de tonton Nadella. De tonton Nadella qui surveille tout ça. Cela dit, moi, ce que je trouve le plus marquant, c'est que c'est le changement de statut d'OpenAI. Aujourd'hui, va pouvoir gagner de l'argent, redistribuer de la valeur en fait à ses actionnaires, à ses employés. Avant de payer des dividendes, il faut gagner de l'argent. Là, ils en perdent quand même beaucoup. Certes, mais peut-être que ça va leur donner peut-être une émancipation qu'ils n'avaient peut-être pas auparavant. Enfin, cela dit, quand on voit tout ce qu'ils proposent depuis tous ces derniers mois, ils n'arrêtent pas d'innover. Donc, oui, Fanny. Moi, je pense que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, s'ils vont faire une entrée en bourse, ils vont avoir une manne d'argent phénoménale parce que n'importe quel petit porteur américain va vouloir avoir son ticket. Et en fait, ça va faire des entrées d'argent qui sont énormes et qui vont leur permettre justement d'investir et de payer tout un tas de choses et de faire ce que d'autres boîtes comme des IonQ, c'est racheter tout un tas d'autres boîtes, grossir. Et là, il y a une accélération. Ils changent de statut. C'est plus, ça y est, c'est plus une start-up. C'est fini, là, définitivement. Mais pour dire, quand Yves dit que ça résout tout et que ça dérisque un tout petit peu OpenAI, moi, je suis pas sûr. Je pense au contraire qu'ils sont devenus tellement gros. C'est un peu le même problème que les systèmes banquiers, systèmes financiers américains, too big to fail. Ouais. C'est vraiment, il y a Microsoft a mis 250 milliards, Nvidia met 100 milliards, Broadcom a mis 10 milliards. Tout le monde a parié des milliards et des milliards et des milliards sur OpenAI. Beaucoup d'argent engagé. D'accord ? Donc, on va partir du principe que ça va marcher. Mais quid
si ça marche pas, what if? Oui, c'est la question. Donc c'est devenu, ça a changé de dimension, mais c'est devenu systémique. OpenAI, c'est systémique. S'il y a le moins de problèmes sur OpenAI, c'est tous les. Oui, mais comme disait Yves, étant donné que maintenant Microsoft a 27% d'OpenAI, tu peux te dire que finalement ils ont un petit airbag. Mais personne n'a intérêt, puisque tout le monde a mis beaucoup trop d'argent. Personne n'a intérêt à ce que ça tombe. C'est clair. Personne. Juste un dernier point aussi. Oui. Il y a un petit article qui est absolument pas clair. Enfin, c'est sur l'intelligence générale. Oui. Puisque Microsoft dit, hop, nous, on se donne un droit d'audit quelque part pour voir si ce que tu racontes sur l'intelligence générale, c'est vrai ou c'est du bidon. Et ça, c'est assez intéressant parce que je trouve que ça sous-entend que Microsoft... Il n'y croit pas trop. Il n'y croit pas trop, tu vois. Et tonton Nadella, il a dit à son petit-neveu, attends garçon, avant de raconter des bêtises, ou maintenant, nous, on a 27% de ta boîte. Montre-moi ta copie d'abord. On va un peu regarder, parce que maintenant, tu rentres dans le club des grands, et on ne peut pas raconter n'importe quoi, parce que nous, on est cotés, toi, tu vas l'être bientôt, et donc, il va falloir un peu se calmer sur tout ce genre de cinéma. Oui, petit chien fou. Les promesses, certaines promesses qui ne peuvent pas être tenues vont être clarifiées. C'est comment élever de l'argent et faire du buzz, mais après, il faut revenir dans la réalité. Alors, autre actu qui fait de buzz aujourd'hui, c'est toujours aux États-Unis, c'est Amazon, qui, vous l'avez sans doute lu ou entendu, un sabre vraiment dans ses effectifs. Le géant du commerce en ligne a annoncé donc hier supprimer 14 000 emplois et anticipe déjà même des milliers d'autres licenciements dans les mois à venir. On parle même d'une enveloppe, si je puis dire, de 30 000 suppressions d'emplois en tout. Cette décision est directement liée en fait au développement de l'IA générative qui transforme le groupe Amazon. Les explications tout de suite d'Antoine Lard, qui est notre correspondant à Washington, et bien évidemment après on revient sur ce plateau. Alors d'abord, et c'est intéressant, il faut préciser que ces licenciements concernent uniquement des cols blancs, c'est-à-dire des salariés qui travaillent dans les bureaux, par exemple au service publicitaire, des cadres aussi, ou encore des personnels des ressources humaines. 14 000 licenciements au total, vous l'avez dit, et ça n'est probablement qu'un début, puisque la presse américaine indique que 30 000 personnes au total pourraient être mises à la porte. Et ça représente 10% des effectifs administratifs chez Amazon. Alors il y a plusieurs explications à ces licenciements importants. D'abord, il s'agit d'une sorte d'ajustement post-Covid. Pendant la pandémie, les achats en ligne ont explosé. L'activité d'Amazon était en plein boom. Ils ont à cette époque-là recruté à tour de bras. Aujourd'hui, alors que ça ralentit un peu, il y a moins de besoin de main-d'œuvre. Mais l'autre explication, c'est l'intelligence artificielle. Et Amazon le reconnaît d'ailleurs assez clairement entre les lignes en expliquant que certaines tâches désormais sont effectuées par l'IA et que du coup, eh bien, les employés, certains employés en tout cas, deviennent superflus, d'où ces licenciements. Il faut noter qu'Amazon n'est pas la seule entreprise de la tech à suivre ce chemin. Ces derniers mois, Intel, mais aussi Microsoft ou encore Meta ont procédé à des licenciements de col blanc exactement pour les mêmes raisons. Alors pour le moment, ce plan ne concerne pas les ouvriers d'Amazon, ceux qui travaillent dans les entrepôts, mais Amazon prévoit d'investir massivement ces prochaines années dans des robots avec pour objectif d'économiser 600 000 emplois dans des entrepôts qui seront quasiment intégralement automatisés. Merci beaucoup, c'était Antoine Lard, donc notre correspondant à Washington. Est-ce que c'est pas, les amis, peut-être le premier, on va dire, séisme de l'IA en fait dans une grande boîte de tech américaine? Et peut-être que alors c'est vrai qu'on a lu beaucoup je dirais, de déclarations de CEO qui disaient ben voilà, moi je me sépare de 10% de mes salariés parce que l'IA est en train de remplacer certaines tâches, etc., etc. Mais c'était souvent des petites boîtes qui passaient en dessous des radars qu'on connaissait pas trop. Là, c'est Amazon. Ah, c'est beau. Hein. C'est le géant Amazon qui dit, bah voilà, l'IA générative, allez, on enlève 14 000 employés, ce n'est que le début. Peut-être demain aussi dans les centres de distribution avec la robotique. Est-ce qu'on n'est pas là devant le fait accompli que l'IA est en train de bouleverser notre société? Quand on parle d'Amazon, tous les chiffres sont gigantesques, d'accord? Donc 14 000. Après, il faut relativiser. Alors, 14 000, ça fait peur. 30 000, on fait oulala. Il y a 1 500 000 employés, d'accord? Donc ça fait. Oui, c'est 1%, et 2%. Il l'a dit, voilà. Donc des ajustements. Si on part du principe qu'effectivement l'IA est une véritable révolution, des ajustements comme ça, c'est pas encore une catastrophe, d'accord? Là, ce que disait Antoine était très intéressant, c'est que pour l'instant, c'est un peu la revanche des ouvriers. C'est les cols blancs qui sont les premiers affectés. Alors, les ouvriers le seront dans un deuxième temps, il le dit effectivement. Mais aujourd'hui, Amazon, c'est des
entrepôts, donc vraiment des ouvriers, voilà. Et puis c'est le cloud, AWS, qui sont quand même ces deux, voilà. Et il avait peut-être un peu de gras quand même, puisque effectivement ils ont connu de l'hyper-croissance, donc ils avaient peut-être un peu de gras. Alors, c'est effectivement des chiffres très importants, mais je ne pense pas qu'il faille encore dire que c'est un bouleversement. L'IA, par définition, toutes les entreprises, il y aura des gains de productivité. Des gains de productivité, ça veut dire c'est Schumpeter, quoi. C'est de la destruction créatrice. Ouais, ouais. Après, je pense que on restructure en fait les métiers et ça change. C'est un peu comme quand Uber arrive ou qu'on a certaines choses qui s'automatisent ou quand les voitures sont arrivées que ça a remplacé les chevaux. Mais il y a des métiers qui évoluent. Et après, il y a un autre sujet qui est intéressant aussi, c'est on voit beaucoup de ces grandes boîtes américaines comme Microsoft qui régulièrement font des vagues de licenciements pour réembaucher derrière et revoir un petit peu leur copie. Et on arrive aussi à un moment où, oui, il y a eu beaucoup d'argent dans la tech, il y a eu beaucoup d'investissements, ça a évolué vite. Et puis maintenant, ils sont tous à commencer à regarder aussi comment faire plus de revenus et de dividendes à reverser. Voilà. Donc, on optimise après avoir grossi pendant des décennies là et gagné énormément. Ils commencent à faire attention. Et puis, et donc voilà. Donc c'est ça qu'il y a de nouveau dans le secteur de la tech, c'est on n'est plus protégé, c'est plus un secteur où on va pas licencier. Mais je pense que les gens sont réembauchables parce que ça bouge tellement vite et il y a pénurie de plein de talents que moi ça m'inquiète pas trop encore pour ces cols blancs. Après, évidemment, Yves, je vais te donner la parole, mais pour nuancer ce que tu disais tout à l'heure, Yves, c'est vrai Enguerrand, c'est vrai qu'aujourd'hui, Amazon représente 1,5 million de salariés. Mais finalement, quand on creuse un petit peu les licenciements qu'il y a eu, ces licenciements font partie, en fait, du groupe des bureaux d'Amazon. Oui, des et le groupe des bureaux d'Amazon, c'est 350 000. C'est 350 000. Donc ça fait 10%. Oui, mais c'est plus tout de suite la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais ça, je l'avais... Effectivement, il y a 1,5 million au total, 350 000 bureaux. Voilà. Effectivement. Et en fait, donc, si on va à 30 000, ça fait un peu moins de ça fait un peu moins de 10%. Un peu moins de 10%. Quand on voit... parenthèse, juste une parenthèse. Mais tu as absolument raison, il fallait aller au bout des chiffres. Malheureusement, 10%, on le voit là aujourd'hui, il y a quand même des industries, l'automobile et autres, qui commencent. On a vu les grandes vagues de licenciements chez Volkswagen. Des fois, en pourcentage, c'est beaucoup plus important. Voilà. Non, mais je disais quand même, c'est 10% d'une catégorie. Oui, c'est clair. C'est clair. Et 1% du total. Et d'ailleurs, Yves Andy Jassy le dit ouvertement. Il dit dans les prochaines années, nous allons réduire nos effectifs de bureaux grâce à l'IA générative. Ça, c'est voilà. Oui, alors, moi, je suis assez d'accord. On peut regarder cette nouvelle de deux manières. D'abord, les chiffres, comme tu le fais. Et quand on regarde les chiffres purement et simplement, OK, quoi. Enfin, je veux dire, oui, il y a eu pire chez Amazon après le Covid, par exemple. Il y a des plans de départ en pré-retraite en France, dans des grandes entreprises françaises, je ne veux pas citer de nom. Et si on prend les ratios, c'est à peu près les mêmes. Oui. OK. Donc, le chiffre, en tant que tel, il ne me choque pas par rapport au fameux 1,5 million. Ce qui est plus frappant, c'est que les vagues de licenciements qu'on a connues dans les années 90... C'était les ouvriers. C'était les ouvriers. Donc je vais pas conseiller au col blanc de venir en bleu de travail. Ceux qui ont des bullshit jobs, venez en bleu de travail. D'abord, ce sera drôle, ça fera que rire vos collègues, pas forcément la directrice des ressources humaines, mais ça peut être une blague sympa. Mais on change de catégorie. De tendance. Et là, il faut regarder les choses en face. Par-delà les chiffres, qui en effet parlent moyennement, la réalité, c'est que oui, il y a un changement qui est en train d'advenir, qui est là. Il n'est plus en train d'advenir, il est là. Et ce changement, il va continuer. Mais est-ce qu'il ne va pas s'accélérer? Mais oui, il va s'accélérer. Parce que la productivité d'un ouvrier qui était d'avoir des robots, d'amplifier sa forme physique, sa condition physique, et d'aller plus vite, et d'être plus précis, etc. Aujourd'hui, eh bien, c'est le cerveau qui est amplifié par des machines intellectuelles, les fameux data centers que tu connais bien, etc. Donc aujourd'hui, après l'aide corporelle physique, on a une aide intellectuelle. Et donc forcément, il va se passer la même chose. Certes, il y aura aussi des nouveaux jobs et des nouveaux travaux qui vont se faire, mais en attendant, oui, il va y avoir une accélération
chez les cols blancs. Et d'ailleurs, les cols blancs s'y attendaient. Souviens-toi, il y a quelques années, mais il y a eu toute cette vague de shitty jobs qui ont été dénoncés, où il y a eu toute une vague comme ça, où les gens se disaient, mais je suis payé à faire quoi ? Je suis payé notamment à faire quoi ? dans les grosses boîtes comme Meta, etc., où on n'arrivait même pas à mesurer la productivité des gens. Ils ont supprimé beaucoup. Mais ce qui est important, c'est de voir aussi les jobs qui vont être créés derrière. Ouais. Je pense qu'il y en aura. C'est un débat. Depuis le début de l'IA générative, on dit ça va détruire. T'as deux choses, moi, que j'ai lu. Il y a un truc, je ne sais plus qui l'a dit cette semaine, mais ça m'a fait marrer, je l'ai retenu, c'était les futurs millionnaires là, de la prochaine génération avec les nouveaux décès, l'IA, etc. C'est les plombiers et les électriciens. Ça, il va y avoir du boulot. Donc, ce n'est pas des métiers nobles à la base, mais en tout cas, il y a du boulot pour ceux qui savent maîtriser ça et monter des data centers. Et puis, l'autre chose que j'ai entendue dans des discussions cette semaine aussi, que je trouvais très intéressante, c'est qu'on est en train de se retirer grâce à l'IA pour les cols blancs des tâches qui sont souvent ingrates, de recherche, de perte de temps et tout. Et ça nous donne plus de temps pour aller en profondeur dans des sujets, pour remettre aussi l'intellect sur des tâches qui vont être plus élevées quelque part. Et c'est ça, moi, je trouve intéressant, c'est qu'on arrive à se dégager du temps grâce à l'IA, à préparer des choses plus facilement. Même moi, pour préparer cette émission, tu vois, je gagne du temps parce que bien sûr. Il faut aller vite des fois et avoir un peu plus de données. Et ça nous permet d'aller un peu plus en profondeur dans les choses. Et je pense que les gens, une fois qu'ils vont avoir appris à utiliser ça, on va embaucher des gens qui seront plus précis. Et c'est ces gens-là je pense que c'est voir comment nos métiers se transforment, se reformer et repartir avec des nouveaux postes à valeur ajoutée. Vraiment. Ce que rajoute Andy Jassy, il dit ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le monde évolue rapidement. Cette génération d'IA est la technologie la plus transformative que nous ayons vue depuis Internet. Et elle permet aux entreprises d'innover beaucoup plus vite qu'auparavant et donc de se séparer en fait de l'intelligence humaine qui est remplacée par l'IA. Mais ce qui va être frappant, c'est qu'on va se rendre compte que, aujourd'hui, c'est Amazon qui le dit ouvertement, Microsoft va suivre, Google va suivre, on va se retrouver avec des centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître grâce ou à cause de l'IA. Mais regarde, mais ça va en créer d'autres. Je reprends. Ouais, mais 100 000, tu crois ? Est-ce que ça va en recréer autant que ça en détruit ? Je ne suis pas persuadé. Hein. François, il le dit, c'est la plus grande transformation depuis Internet. Bon, Amazon est né avec Internet. Et aujourd'hui, ils ont créé 1 500 000 emplois. D'accord ? Tu vois, il y aura, alors sûrement OpenAI, il y aura des nouveaux millionnaires, il y aura des groupes incroyablement puissants. Non, mais Amazon, avant Internet, et il y a un autre sujet. Je te rappelle que les jeunes... Oui, mais ils ont détruit beaucoup d'emplois. Si tu fais... Après, si tu prends... tu as raison. Non, mais si tu prends du recul, ils ont détruit combien d'emplois, Amazon ? Mais chaque nouvelle industrie a détruit des emplois. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est la nouvelle génération. Elle veut moins bosser, elle veut plus de loisirs, on veut moins de boulot pénible. Et c'est ce qu'on est en train de faire grâce à ça. Et si on arrive à faire de la valeur et à taxer suffisamment pour que les gens puissent moins bosser et être payés à faire du loisir, je pense que c'est intéressant aussi. Yves, en 15 secondes. En 15 secondes, il y a une autre interrogation, c'est ces nouveaux jobs et ces nouvelles entreprises qui vont se créer, est-ce qu'elles vont accaparer tout ? C'est-à-dire qu'il ne va rester plus que des très très grosses multinationales et le tissu d'entreprises intermédiaires, de PME, quelque part, va disparaître. Je ne parle pas de PME qui fabriquent, je parle des PME de services, j'entends des PME de col blanc. Est-ce qu'elles vont disparaître ou pas ? Et donc, par-delà la question de voir si ce qui disparaît est créé, rééquilibré par se balance ou pas, il y a une deuxième interrogation, c'est comment ces jobs vont être créés ? Est-ce qu'ils vont être créés dans des méga entreprises de services ou est-ce qu'il va rester quelque part des choses plus linéaires ? Il est bientôt 20h, les amis. Petite pause et on revient avec Fanny Bouton, Enguerrand Renault et Yves Maître. On parlera de Neo. Neo qui est un robot de la start-up 1X. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on peut d'ores et déjà acheter ce robot pour... Alors, il faut dépenser 20 000 $, je suis d'accord. Mais vous allez voir, il est tout mignon. Alors, il fait des trucs... et puis d'autres, il les fait moins. Il les fait tellement pas bien que parfois il peut même faire appel à un opérateur qui le pilote à distance, le robot, s'il n'arrive pas à faire quelque chose chez vous. Bonjour la vie privée là. Mais c'est toi qui as voulu qu'on parle de ce Neo, je crois. C'est très bien. Oui, tout à fait. On va en parler dans un instant parce que c'est très intéressant. À tout de suite, c'était Tech & Co, la quotidienne. On revient dans une minute. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour du débrief de l'ActuTech sur BFM Business. Un grand merci à vous de nous suivre et un bienvenue à vous qui venez peut-être de nous rejoindre. Peut-être êtes-vous encore dans votre voiture. Vous avez fait le bon choix. Voilà. Et sachez que jusqu'à 21h, comme chaque soir, c'est Tech Co, la quotidienne. On débriefe l'ActuTech avec ce soir Fanny Bouton qui est avec nous, directrice du Quantique chez OVH Cloud, Enguerrand Renault, consultant chez Image 7, ancien journaliste au Figaro et aux Échos, et Yves Maître, donc operating partner chez Jolt Capital et ancien président de HTC, entre autres. Messieurs, dames, on va peut-être donner la parole à Yves parce que c'est toi qui nous as proposé ce sujet et je suis allé voir un petit peu les vidéos de ce fameux Neo créé par cette start-up qui s'appelle 1X, qui est une boîte qui est américaine mais qui a été fondée en Norvège. Absolument. Et mine de rien, qui a des actionnaires assez prestigieux. Hein. Ils ont OpenAI qui investit un peu d'argent dedans et le cerveau de ce robot, c'est NVIDIA. Non, je pense que si j'ai proposé ce sujet pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est parce que je trouve que c'est le premier robot, alors il n'est pas parfait, loin de là, hein, mais c'est le premier robot qui a été conçu vraiment pour un usage domestique et qu'il a non seulement l'aspect physique, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des mouvements, mais qui intègre aussi l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il est capable de tenir une conversation. Alors, on peut en parler, il y a des tas de vidéos qui circulent, donc j'invite tout le monde à aller regarder les vidéos et on voit bien les limites de l'objet. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple, à la maison? Parce qu'il coûte $20 ce truc-là. Alors, il charge de lave-vaisselle. Donc, par exemple, on regarde une vidéo et pour mettre une fourchette et 2 verres dans le lave-vaisselle, il met 4 minutes 38 ou quelque chose comme ça. 3 fois plus qu'un. Ce qui est déjà pas mal. Bon. Ouais, après, bon... S'il le fait que toi c'est sur le canapé, il peut mettre 1 heure s'il veut. D'accord. C'est pas un problème. Le tout c'est qu'il le fasse bien. Le tout c'est qu'il le fasse bien. Donc, on lui demande d'aller chercher de l'eau dans le frigidaire, donc il va chercher l'eau dans le frigidaire. Mais t'as le temps de mourir de soif, c'est ça? Bon, il faut 1 minute 37 ou je sais pas quoi, le frigidaire qui est à côté. Qui est pas loin, ouais. Qui est pas loin. Et on voit aussi que derrière, il y a des gens avec des casques de réalité virtuelle et des manettes qui l'entraînent pour qu'il apprenne. Donc on voit bien qu'on n'y est pas encore. Mais quand même, c'est un robot commercial qui coûte, comme tu mentionnais, $20 000, ce qui est beaucoup d'argent. Mais quand on regarde la courbe, on se dit que, allez, dans quelques années, il sera entraîné. Et le prix, ce sera $2 000. Et $2 000, c'est encore beaucoup d'argent. Mais là, on commence à tomber dans le grand public. C'est un super, hyper smartphone. Voilà. Et si on se dit que je le garde pour 5-6 ans, et qu'il fait le ménage, qu'il range le lave-vaisselle, etc., ça devient rentable. Hein, parce que si tu le gardes sur 6 ans ou sur 5 ans, tu vois, si tu fais le ratio, ça devient rentable. À la journée, ça coûte quelques euros par jour. Est-ce qu'il gardera les enfants? Est-ce qu'il fera nounou? Oui, est-ce bien que tu lui confierais tes enfants ou petits-enfants? Mais à titre... Ce sera probablement mes petits-enfants, voire mes arrière-petits-enfants. Peut-être pas encore. Que tu lui confierais? Oui, moi, oui. Là, à $2 c'est... Moi, oui. Il n'y a pas de Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'évolution qu'il y a eu dans la robotique ces dernières années. On avait eu des fleurons français comme Aldébaran qui avaient tenté de faire Pepper et puis Roméo. Ils avaient tenté de faire un robot comme ça et je me souviens d'un des problèmes qu'ils avaient. On voit là, il est tout emballé de tissu. C'est important parce qu'en fait, les rouages demandent une telle puissance pour lever le poids du robot qu'on peut broyer un doigt à l'intérieur. Donc, ça demande de sécuriser. Et ça, c'est un gros challenge. Il faut qu'il arrive à tenir debout. Quand on change de sol, nous, on est vachement bien fichus, l'être humain, pour changer de moquette à carrelage, à parquet. On adapte très vite la puissance de notre corps et le fait de se stabiliser. Pour des robots, moi, je me souviens, avec justement les Nao d'Aldébaran Robotics, dès qu'on changeait, qu'on passait sur la moquette, le truc n'arrivait plus à faire son yoga parce que c'était plus... ça demande pas le même équilibre. Et à l'époque, on n'avait pas en effet l'intelligence artificielle et tout ce qu'on a comme IA dynamique, tout ce qu'a fait Boston Dynamics pour ne pas tomber. Là, on commence à avoir en effet ce que tu dis, un mix de ces technologies, l'IA dynamique qui permet de faire bouger et de tenir debout, et puis on va rajouter bientôt un chat GPT ou en tout cas tous ces assistants numériques qui discutent. Et en effet, le plus gros challenge, c'est l'autonomie. Parce que ce qu'on ne sait toujours pas faire, c'est améliorer les batteries.
batterie, on le voit dans les Cybertron, c'est un des gros challenges en chimie à faire maintenant. Et là, pour l'instant, un truc comme ça, à mon avis, il a une demi-heure d'autonomie et il doit aller se recharger plusieurs heures pour redémarrer. Donc ça, c'est la frustration un petit peu de ce type de robot. C'est quand est-ce qu'on arrivera à enlever le fil pour le brancher, ou en tout cas qu'il soit capable de se recharger et de faire suffisamment de tâches pour être autonome complètement. Parce que si tu mets 3 quarts d'heure pour charger ta machine à laver, qu'il n'a plus de batterie, qu'il est obligé de se recharger au milieu, là ça va commencer à faire un peu long. Là, voilà, c'est 45 minutes pour 4 heures de charge, tu vois, en général, pour des trucs de cette taille-là. Donc ça a ses limites. Alors ça pose aussi la question, et je te posais la question, de l'acceptabilité. Effectivement, est-ce qu'on ferait venir un robot chez soi pour faire ou des tâches ménagères ou de l'assistance? Alors moi, franchement, j'ai déjà une centaine de robots, tu vois, de maquettes à des Haibo. J'attends que ça. Ce qui est assez sympa, c'est, vous voyez, il est très neutre, il est très, absolument, très suédois quelque part. Il est suédois, il est asexué. Absolument. En fait, exactement. Ils ont fait très attention à pas lui donner une forme humanoïde, et ça joue beaucoup parce que ça va être une question. Fanny, c'est une collection de robots, mais d'autres personnes vont avoir un peu plus de mal à accepter ça chez eux. Et au Japon, par exemple, où la population vieillit, là, ils se sont dit, effectivement, on va remplacer les humains par des robots qui vont s'occuper de nos vieilles personnes. Et d'ailleurs, tu vois, ils ont mis 2 yeux, ça encore, c'est systématique, ça revient dans tous les robots humanoïdes. On remet 2 yeux, ou en tout cas quelque chose qui permet quand même d'humaniser, sans rentrer dans ce que tu disais, la vallée de l'étrange. Pareil, Aldébaran avait fait des tests avec un seul œil, etc. Et systématiquement, les gens prennent le modèle où il y a quand même un petit truc qui rappelle l'humain dans ce corps, parce que sinon, c'est trop flippant, ça engage pas. Alors, il y a quand même un truc, c'est que quand il va surveiller mes petits-enfants, donc, qui vont avoir les mains pleines de chocolat et qui vont mettre les doigts pleins de chocolat sur le robot, et ben le robot, va falloir que ce soit toi qui le mette dans la vaisselle, parce que lui, il ne pourra pas fermer la porte, ou alors, il faudra demander à Samsung de mettre des poignées pour que le robot puisse démarrer de la vaisselle, lui, à l'intérieur. Il fait du jardinage, j'aimerais bien voir comment il arrive à ne pas se mettre de la terre partout sur un truc tout blanc. Mais c'est vrai que la question de l'acceptabilité est très importante, notamment quand tu confies en fait des vies à ce robot. Et tu parlais tout à l'heure du babysitting, c'est vrai que ça pourrait être un usage formidable, mais est-ce qu'on peut avoir confiance en ce robot? Rappelons qu'il fait quand même 1m68, il fait 30 kg, il peut soulever 2 fois son corps. On ne sait pas, quoi. Il suffit qu'il y ait un bug ou quoi et qu'il commence à donner des coups aux enfants sans faire exprès, etc. Tu vois, c'est ça la question. Mais tu auras le sujet de toute façon, c'est comme la voiture autonome. Regarde, pourquoi on passe pas le câble? C'est parce qu'on l'a dit plusieurs fois à l'antenne, on ne peut pas se retourner contre une voiture autonome légalement. Là, déjà, même, c'est un peu inconscient quand même de laisser ces gamins un robot, même si c'est un AGI un jour dedans. Ouais, aujourd'hui, ça nous paraît farfelu, mais tu verras que dans 20 ans, ça se fera, bien sûr. Peut-être même avant. Bien sûr. Voilà, parce que tout sera maîtrisé, etc. Mais ce ne sera pas dans 20 ans. Hein. On a encore des progrès phénoménaux à faire. Je rêvais de le voir et je suis la première à en acheter un dès que ça sort et à claquer plusieurs années de bonus. PEL. Non, mais carrément, moi, c'est un de mes rêves de gamine. J'ai bossé sur ces sujets-là pendant 20 ans, mais c'est un vrai challenge que d'arriver à en faire un. Par contre, c'est vrai que là, on commence à avoir des belles évolutions. La Chine va très très vite aussi sur le sujet. Tu crois qu'il y aura après les PEL, il y aura les PER, plan d'épargne robot? Alors vous pouvez l'acheter 20 000 €, mais vous pouvez aussi le louer. À 500 $ par mois. En leasing. Ouais, c'est pas un leasing sur 2 ans. Tu veux peut-être commencer par le louer. Oui. Puis si jamais il n'est pas bien, tu le mets tu le renvoies. Oui, tu le comme une voiture qui te plaît pas. Voilà. Allez, on change de sujet. On va revenir à Nvidia avec vous savez, l'un des rendez-vous tech incontournables de l'année, c'est la GTC de Nvidia, parfois surnommée le Super Bowl de l'intelligence artificielle. C'était hier soir et le géant des semi-conducteurs y a multiplié les annonces dans un show qui est désormais, vous le savez, aussi scruté par les marchés que les keynotes d'Apple. C'est vrai que c'est un spectacle, en fait, ce que fait Jensen Huang. Et sur scène, avec sa veste cuir, bien sûr, il a enchaîné les révélations. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette conférence? Anthony Morel nous faisait le résumé ce matin dans Good Morning Business. Moi, ce que je retiens notamment de cette édition, c'est les ambitions d'NVIDIA dans le domaine de l'informatique quantique. Parce que le problème de ces systèmes quantiques, c'est qu'ils sont complètement instables. Eh bien, c'est de les relier avec
leur intelligence artificielle avec les GPU NVIDIA pour pouvoir justement stabiliser les systèmes. Alors tout ça, c'est encore une fois très pointu, et pardon parce que je simplifie et je brosse vraiment à grands traits, mais derrière, c'est des enjeux qui sont très concrets parce que c'est des technologies qui vont pouvoir permettre d'inventer de nouveaux types de traitements médicaux, de concevoir de nouveaux types de matériaux, d'inventer les batteries des voitures électriques du futur, de travailler sur la fusion nucléaire. Donc c'est vraiment des sujets qui sont extrêmement structurants d'un point de vue technologique, et là NVIDIA a clairement marqué ses ambitions dans ce domaine. Autre annonce, Anthony, NVIDIA veut mettre le paquet sur la voiture autonome. Oui, l'une des plus grosses annonces d'hier soir, c'était celle d'un partenariat entre NVIDIA et Uber pour la mise sur le marché de 100 000 VTC autonomes à l'horizon 2027. 2027, c'est vraiment demain. Et donc, c'est cette idée que les voitures autonomes et les VTC autonomes vont passer dans la phase industrielle. Il y a déjà des expérimentations. Si vous allez aux États-Unis aujourd'hui, dans certaines villes, vous allez à San Francisco, vous allez à Las Vegas, si vous commandez un Uber, il peut arriver que ce soit une voiture autonome qui arrive sans conducteur derrière le volant. Mais là, on parle vraiment d'industrialiser la chose. Uber et NVIDIA va installer en fait ce qu'on pourrait appeler des cerveaux électroniques, c'est-à-dire leur intelligence artificielle qui va être couplée à tous les systèmes de capteurs qu'on trouve dans les voitures chez Stellantis ou encore chez Mercedes dans un certain nombre de modèles. Et on va se retrouver avec sur le marché des voitures autonomes dites de niveau 4, sachant que les voitures autonomes, ça va de 0 à 5. Voiture autonome de niveau 4, ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus besoin d'avoir un conducteur derrière le volant. Le volant tourne tout seul, la voiture se débrouille absolument seule, à condition évidemment que la réglementation l'autorise. Alors ça dépend des pays. En France, par exemple, on a l'autorisation pour les voitures de niveau 3. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait encore un conducteur derrière le volant et encore dans certaines conditions. Et il faut que les voitures soient homologuées. Donc autrement dit, il n'y a quasiment aucune voiture autonome en France. Mais en gros, c'est cette idée que vraiment ça va se démocratiser, en tout cas dans les pays où on avance d'un point de vue technologique, ce qui n'est pas forcément le cas en France, malheureusement. Voilà, alors l'un des chapitres des annonces faites hier lors de cette GTC, il y a plein de choses intéressantes. Peut-être commencer par le quantique. C'est un sujet qui te tient à cœur. C'est discret, mais ouais. Rappelons que tu es directrice du quantique chez OVH Cloud. On a des pépites dans le quantique. On va pas le rappeler à chaque fois, mais ici on reçoit souvent Candela, il y a Pascal aussi, et Alice et Bob. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de cette keynote hier, lorsque Jensen Huang a évoqué le sujet du quantique, eh bien, il a pris comme exemple Alice et Bob. Oui, alors Alice & Bob, qui est une jolie start-up française, en effet, qui a levé un peu plus de 100 millions il y a quelques mois, a l'avantage de monter un ordinateur quantique à base de qubits de chat. C'est une des technologies pour faire des ordinateurs quantiques. Le défaut qu'ont tous ces ordinateurs quantiques dans le futur et qu'on doit passer, c'est qu'ils font, quand ils font des calculs, du bruit. Donc il faut des codes de correction d'erreurs. Et ça va se faire avec du calcul classique derrière pour recorriger les résultats et vérifier cette puissance de calcul. Plus il va y avoir de puissance, plus il faudra faire de codes de correction d'erreurs. Alice & Bob a l'avantage d'avoir déjà réduit ces erreurs-là parce qu'ils ont un système de bitflip. C'est un peu complexe. Mais avec NVIDIA, ce qu'ils promettent en se connectant au NVQLink et au GPU d'NVIDIA, c'est que pendant que l'ordinateur quantique se focalise sur le calcul quantique et des calculs très complexes, les GPU en parallèle, eux, vont faire toute la correction d'erreurs pour obtenir le meilleur résultat possible. Et c'est là où c'est assez smart de la part de Jensen qui, sur le quantique est malin, il avait un petit peu décrié au CES, je ne sais plus, c'était il y a 1 an et demi au début, et puis ensuite il est revenu et il a dit, nous on va en faire, et on sort CUDA-Q, un logiciel, et on fait venir les startups quantiques. Et en attendant d'aller vers le full quantique, la Formule 1 du quantique, parce qu'il faut encore 10 à 20 ans pour obtenir ces machines ultra puissantes, vous pourrez utiliser du NVIDIA pour vous préparer et préparer le calcul et apprendre à coder. Et là, il remet une couche intermédiaire et dit on va même aider les ordinateurs quantiques. Donc, il fait en sorte de créer une histoire qui va permettre à NVIDIA d'être présent tout du long et de ne pas être remplacé par le quantique. Bon, il n'y a pas besoin, puisque de toute façon, il y a des calculs que les ordinateurs quantiques ne feront jamais, ne remplaceront pas le classique. Mais en tout cas, c'est très smart. Et en plus, il se positionne dans un sujet d'innovation qui fait rêver beaucoup de monde. Ça, c'était pour le quantique. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le quantique ou on peut enchaîner sur Stellantis, Uber? Si, juste pour, sur le quantique, il a fait une petite blague sur scène, Jensen Huang. Il a dit, à chaque fois que je dis le mot quantique, mon cours de bourse explose. Il avait fait chuter la première fois ce chameau.
Et là, il dit quantique, 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 et son cours de bourse a atteint, c'est un record absolu. Et Léa, la valo était à 5 000 milliards de dollars. 5 000 milliards de dollars. Je crois qu'aucune entreprise n'est j'espère que ça va faire bientôt pareil chez OVH. À ce niveau-là. Pour vous donner un ordre d'idée, Apple et Microsoft, c'est 4 000 milliards. Quoi. Ouais. Et donc, le quantique est extrêmement important. Et Fanny, là, le quantique, c'est fantastique, finalement. Non, mais c'est le futur, c'est une innovation qui va changer le monde, mais derrière l'IA et à plus long terme, il faut juste être un petit peu patient. Oui, et comme tu le disais, un peu patient, 10-20 ans. Non, mais il y a plein de choses qui se font déjà maintenant, en fait. Oui. Et vous verrez, d'ici 6-7 mois, on va commencer à avoir des beaux cas d'usage, il y a des choses qui vont sortir, qui vont être publiques. C'est passionnant ce qui est en train de se passer derrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'OVH investit beaucoup dans le quantique. Hein. Oui. Un peu votre signature. Pardon, j'ai été impressionné. Effectivement, il y avait le quantique qui est un gros sujet, mais on a l'impression que maintenant, il a étendu son champ d'action à peu près tout, puisqu'il a annoncé dans les télécoms un investissement dans Nokia, l'ex-grande... sur la 6G. Sur la 6G. Il a effectivement annoncé des partenariats avec l'industrie de la défense, Lockheed Martin, Northrop Grumman, le quantique, la robotique, mais ça il le dit assez souvent. Donc il a un champ d'investigation qui est de plus en plus large, et à chacune de ces grands-messes, il en rajoute d'autres. L'ogre Nvidia. C'est un peu ça. Sur l'investissement Nokia, c'est très smart, mais je pense que la 6G, c'est du buzz. Il y a en ce moment, je crois que c'est demain le conseil d'administration de la GSMA en Chine d'ailleurs. Et donc la 6G, je ne suis pas dans les secrets, mais j'imagine qu'il va être sur la table. Parce que si le conseil d'administration de la GSMA, on ne parle pas de la 6G, je ne sais pas où on en parle. Non, c'était Ericsson qui disait on va vers la nouvelle génération. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait un data center, le premier poste de coût, c'est les chipsets NVIDIA. Le deuxième poste de coût, c'est les éléments de réseau. Okay, parce qu'il faut que ces serveurs soient entre eux. Et donc, lui se dit, à mon avis, et les éléments de réseau qui les font, tu as Ericsson, tu as Nokia, tu as Huawei, tu as Dell, enfin bon, c'est que des gens classiques qui sont de ce monde-là. Quoi. Enfin, c'est vrai qu'en Occident, Huawei est un peu mis de côté, on va dire. Oui, mais enfin, ça reste le numéro 1 dans les éléments de réseau. Donc, je veux dire, plutôt en Chine. Mais c'est peut-être non, dans les data centers, parce qu'il y a des éléments de réseau, mais bien sûr, tous les switches, etc. Mais bien sûr. Mais ils sont dans les non, mais je pensais qu'il y avait... Ils sont dans la... Non, mais je pensais qu'ils avaient été aussi un petit peu mis de côté dans ce... Non, mais il y a des éléments critiques, mais un switch, enfin, honnêtement, c'est pas un élément critique, c'est un aiguillage électronique. Oui, ça peut être un Huawei ou... Je ne veux pas dire que... C'est quand même pas aussi critique. Mais ce que je veux dire, c'est que NVIDIA, qui a la mainmise totale sur le premier centre de coût, avec tout ce qui est et cet écosystème autour du chipset, il redescend dans la chaîne de valeur, enfin oui, en horizontal, il dit le deuxième centre de coût, qui n'est pas négligeable, hein, c'est pas 10%, c'est la moitié. Okay, c'est à peu près la moitié. Donc il se dit, je vais mettre un pied dans cette moitié-là pour faire son agrégation. Et d'un autre côté, la deuxième chose qu'il a en tête, c'est pour faire de l'inférence, il va falloir plein de petits data centers, il va falloir des réseaux de télécommunications dédiés à l'inférence. Et là aussi, c'est les spécialistes, et Nokia est un des grands spécialistes mondiaux dans le domaine. C'est Ericsson qui doit mal digérer cette histoire-là. Je pense qu'ils auraient voulu être élus. Oui, c'est mieux. Oui, je pense, mais vous savez, je pense que l'investissement, ils sont pas exclusifs. Puis rien ne dit qu'Ericsson et Nokia, un jour, ils vont pas merger. Enfin, l'histoire, elle est là pour s'écrire. Mais ce que je veux dire, c'est que la 6G, c'est le buzz, mais derrière... Ce qu'ils regardent, c'est des milliards et des milliards d'euros. Et un retour à la souveraineté aussi en repoussant les Chinois. Hein. C'est aussi quand même un petit côté politique, je pense, qui n'est pas inintéressant. Oui, je pense, absolument. Alors, autre actu qu'on va vite évoquer, parce que j'aimerais qu'on évoque en plus, je sais, un programme qui te tient à cœur, c'est l'Affordable Smartphone for Africa. Donc, cette association entre Nvidia, Stellantis et Uber. Et là, ça accélère, vraiment. Je ne vais pas vous refaire le coup des Waymo qu'on a utilisé avec toute l'équipe de Tech & Co il y a quelques jours quand on était à San Francisco. C'est complètement bluffant et c'est une vraie révolution. Hein. On se dit que, voilà, là, on est vraiment dans le futur. C'est sans discussion. Ce qui est intéressant, c'est que les chiffres annoncé par cette alliance Stellantis, Uber et Nvidia, c'est 100 000 robotaxis qui vont émerger d'ici quelques années, en fait. Mais alors, honnêtement, je ne comprends pas l'Europe.
Parce que ah non, mais là, on est... Je ne comprends pas l'Europe, parce qu'on sait faire des voitures, on sait quand même faire un peu d'informatique, on sait faire des routes, enfin, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnellement compliqué. On a abandonné un certain nombre de choses. Stellantis a décidé d'abandonner son pilotage automatique, ok, très bien. Qui coûtait trop cher. Qui coûtait trop cher et qui était... Il y avait plein de raisons pour le faire et je ne critique pas cette décision. D'abord, je n'ai pas les éléments pour savoir si elle était bonne ou mauvaise, mais en plus, je ne la critique pas fondamentalement parce que pour moi, elle était à peu près écrite. Par contre, ce que je critique, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a la construction des robots, mais il y a l'opération de ces robots taxis, de ces navettes autonomes. Et aujourd'hui, quand je vois une société comme Betty qui cherche à se financer, alors que c'est probablement en Europe celle qui a le plus d'expérience et qui ne trouve pas des moyens de financement, là, moi, je jette ma casquette et je dis, mais attends, on est complètement cinglé, on est complètement à côté de la plaque. Je tiens à remercier la Massif qui porte à bout de bras cette entreprise. Il faut dire merci à la Massif. Ok, mais on est juste à côté de la plaque. On est, que ce soit sur la régulation, que ce soit sur le financement d'un certain nombre de partenaires, non, ça ne va pas, ça c'est plus raisonnable. Et donc, en effet, Stellantis fait son travail. Derrière, il faut les mettre sur la route. Mais on attend quoi? On a tout pour le faire. On attend quoi? On focalise sur Stellantis, mais en fait, Stellantis ne va faire que 5000 véhicules autonomes avec Uber et Nvidia. Parce que, en fait, cet accord, et vous le voyez derrière moi, Stellantis est un partenaire parmi beaucoup d'autres qui vont fabriquer ces 100 000 véhicules autonomes. C'est ça la petite subtilité. Je tiens à dire que Renault, avec sa navette autonome sur Roland-Garros, il va fabriquer ces navettes avec WeRide, qui est un autre partenaire qui n'est pas Uber. Bon, donc on voit qu'on le fait, mais à un moment, il va falloir les opérer. Et puis il faut arrêter on est toujours dans l'expérimentation. Ça va être absolument, Roland-Garros, mais on est prêt. Il y a des sociétés qui sont prêtes à opérer, et je vois pas ce qu'on attend. Je ne comprends pas. C'est absolument incompréhensible. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Ça reste le cadre législatif où on a peur contre qui on se retourne sur l'autonomie. Ça fait des années qu'on en parle. On sait que c'est plus safe et on a peur et on régule. Mais pendant ce temps-là, même l'Angleterre, on a vu, Londres se lance dans cette course-là. Et nous, pendant ce temps-là... Et les petites startups qui attendent que le régulateur libère les choses, elles sont en train d'être étouffées. Et donc, quand le libérateur va ouvrir... Enfin, le libérateur, c'est pas le libérateur, le régulateur qui est justement plutôt le fossoyeur que le libérateur, quand il va ouvrir, il n'y aura plus personne. Et donc, les étrangers vont dire, nous, on a une expérience à tel endroit, on arrive. Après, c'est pas anodin, l'arrivée de ces véhicules autonomes, mais on le voit à San Francisco, ça va tuer les chauffeurs. Il faut aussi se rendre compte de l'impact que ça va avoir. Il y aura toujours des chauffeurs privés, etc., parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas le rouler dans ces trucs-là, mais ça va complètement bouleverser l'écosystème des transports. C'est une certitude. Est-ce qu'on est prêt, nous, en France, en Europe, à accepter cette chose-là et voilà, l'assumer? Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de meilleurs transports autonomes communs pour qu'il y ait plus de gens qui puissent être transportés dans des conditions meilleures que ce qui se passe au quotidien? Parce qu'à part surtout, on n'a pas le choix, on ne peut pas aller contre la technologie. C'est pas de l'analyse personnelle, c'est même groupé. Enfin, je veux dire, oui, tu as raison, mais combien de voitures particulières vont être remplacées aussi? Donc, il y aura toujours des chauffeurs de taxi, il y aura toujours des ambulanciers, il y aura toujours ces choses-là. Et on aura des voitures autonomes et on aura des services type Uber. Et si on ne le fait pas, on restera dans notre système hôtelier, puis tu as Airbnb qui arrive derrière, qui met tout par terre. Si on ne sait pas le faire aujourd'hui, alors que c'est une évidence totale pour tout le monde, tu reviens toi-même des États-Unis où tu as pu l'essayer, je veux dire, à un moment donné, on a ce qu'on a. Yves, parle-nous rapidement de cette initiative portée par le GSMA pour démocratiser le smartphone en Afrique. Voilà, donc la GSMA, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui le monde, par les océans, les terres, sont à peu près couvertes en 4G, 5G, 3G. Voilà. Et il y a à peu près 2,5 milliards d'individus qui n'ont pas accès à l'Internet du tout. Et évidemment, c'est clivant. Alors sur ces 2,5 milliards, la GSMA considère qu'il y en a la moitié, on va dire 1 milliard, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un téléphone. Alors que leur zone est couverte. Et un autre milliard, c'est parce que culturellement, et c'est principalement des femmes d'ailleurs, parce que le smartphone, c'est un élément d'émancipation des femmes, et il y a culturellement
pour 1 milliard de ces personnes non couvertes, il y a un problème. Et donc, nous, on s'attaque au milliard qui n'a pas les moyens financiers d'acheter un smartphone. Quand je dis nous, c'est parce que j'interviens pour la GSMA et c'est la raison pour laquelle je prends l'avion dimanche pour aller en Asie pour essayer d'expliquer et de créer une dynamique puisque les fabricants sont en Asie. Donc, l'idée, c'est que tu arrives à négocier avec les constructeurs de smartphones des prix encore plus bas sur des smartphones basiques, finalement, voilà, qui pourraient être commercialisés à des prix défiant toute concurrence. Alors, l'idée... 30-40 $, c'est ça? Oui, c'est ça. L'idéal, ce serait une vingtaine de dollars. Une vingtaine de dollars. Mais on n'est pas si loin que ça. Mais après, il y a tous les coûts annexes, et entre autres, les coûts de douane et la TVA. Et donc, il y a une partie qui, en effet, l'objectif, c'est d'aller voir les gens qui fabriquent, leur disant qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer le coût des... Et on peut faire un smartphone à 20 $ aujourd'hui? Oui. Il y avait eu des tentatives, ça, avec les paper phones, des choses comme ça, avec des composants beaucoup plus simples et moins consommés. On arrive à des coûts qui sont autour de 25-28 $, okay, mais il y a de la propriété intellectuelle. Donc si on va voir des gens qui ont la propriété intellectuelle et qu'on leur demande exceptionnellement de faire quelque chose, on espère. Puis après, surtout, il y a tous les gouvernements qui prennent des taxes relativement importantes. Et puis, troisièmement, il y a un autre aspect, c'est le financement, c'est-à-dire qu'on peut avoir des systèmes de crédit pour que les gens achètent petit à petit les téléphones. L'objectif, c'est que, on ne va pas dire... une petite centaine de millions sur ce milliard-là puissent, dans les 2-3 prochaines années, accéder à l'Internet. Mais de manière sous-jacente, et j'en termine là, il y a aussi la question, est-ce que c'est le smartphone qui peut être l'objet qui va donner accès à ce milliard-là? Est-ce qu'il n'y a pas des téléphones intelligents qui pourraient être moins chers ou des téléphones basés sur le cloud qui pourraient être moins chers et qui permettraient de donner accès d'une autre manière à l'Internet à ces gens-là. Voilà. Eh ben écoute, puisque tu es l'un des porte-parole de cette initiative, tu reviendras nous en parler la prochaine fois quand ça aura avancé. Merci beaucoup Yves. Yves Med, bon voyage donc en Chine. Merci. Operating partner chez Jol Capital. Enguerrand Renault, merci à toi, consultant chez Imachette et ancien journaliste. Et merci à toi, Fanny Bouton, directrice du Quantil chez OVH Cloud. Vous restez avec nous. Encore une demi-heure de Tech & Co, puisqu'on est là comme chaque soir jusqu'à 21h. Tiens, on parlait de smartphone. Starlink va-t-il arriver dans les iPhones? C'est la grosse rumeur du moment. Visiblement, Tim Cook et Elon Musk sera en train de négocier. On va en parler avec Jean-Baptiste Huette dans une minute. Et puis après, je recevrai une start-up très intéressante qui s'appelle Argile et qui fabrique des avatars vidéo plus vrais que nature. Et imaginez un François Sorel totalement numérisé qui pourrait parler alors qu'il est, je ne sais pas moi, avec Yves par exemple à Shenzhen. Exactement. C'est pas mal. Welcome. Là, vous savez qu'on travaille là-dessus, même le groupe RMC BFM travaille là-dessus. Et on en parlera avec le fondateur de cette start-up Argile qui sera là. On revient dans un instant, juste après cette petite pause. C'était Tech & Co, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, 20h35 quasiment sur BFM Business, c'est Tech & Co, la quotidienne. Comme chaque soir, un grand merci d'être là et fidèle à cette émission. Et comme chaque soir, il est temps de se plonger sur ce qu'il fallait retenir de l'actualité tech de ce jour. C'est le Tech Flash et c'est avec Léa Benaïm. Salut Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, désormais, Nvidia vaut 5 000 milliards de dollars en bourse et devient ainsi la première entreprise au monde à franchir ce seuil. Pour vous donner un ordre d'idée, Nvidia vaut désormais autant que Tesla, Meta et Netflix réunis. En parallèle, on peut dire que les valeurs de la tech se portent très bien en ce moment. Apple et Microsoft ont eux aussi passé un cap aujourd'hui. Les deux rivaux ont atteint 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Également dans l'actualité, Stellantis va se lancer dans les robots taxis en partenariat avec Nvidia et Foxconn. Ces véhicules autonomes seront déployés sur Uber dans plusieurs villes à travers le monde. La production doit débuter en 2028. Et dans l'actualité aussi, Léa, OpenAI qui se lance dans une opération séduction en Inde. Et oui, l'entreprise offre 1 an d'abonnement à tous les citoyens. Il s'agit ici de ChatGPT Go, un forfait à 4 € par mois lancé en août dernier en Asie et en
Afrique. L'Inde est un marché stratégique pour OpenAI. Il s'agit du pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1,5 milliard d'habitants. En France, Apple a été condamné à verser près de 39 millions d'euros à Bouygues, Free et SFR. Une affaire qui remonte à 2013. L'entreprise a été reconnue coupable d'avoir imposé des clauses contraignantes aux opérateurs dans ses contrats, notamment concernant la commercialisation de l'iPhone. En parallèle, Apple va aussi devoir payer une amende d'un montant de 8 millions d'euros. Et puis on reste en France. L'Assemblée nationale a voté hier soir une hausse de la taxe visant les GAFAM. Elle passe de 3 à 6%, soit le double. Elle s'applique sur les recettes générées en France par les grandes entreprises de la tech. Initialement, la taxe devait être de 15%, mais les députés ont finalement revu leurs ambitions à la baisse par peur des représailles de Donald Trump. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Tech & Co pour un nouvel épisode de Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo avec Mélinda Davansoulas. Et cette semaine, retour sur l'énorme rachat de Electronic Arts, un rachat qui redistribue les cartes. Ce n'est plus les Japonais ou les Américains qui dominent ce marché. Il y a désormais un nouvel acteur, c'est l'Arabie Saoudite, et ça change tout. On écoute un extrait. On parlait effectivement de 3 fonds justement d'investissement qui sont liés. Donc on a Silver Lake qui est donc un géant américain du capital investment qui est déjà présent dans la tech et l'entertainment. Donc on a Affinity Partners, la société de Jared Kushner, voilà, au gendre de Donald Trump, et donc le fonds souverain saoudien, donc le PIF, qui lui en fait est derrière. Je pense que c'est lui qui tisse un petit peu. C'est lui qui a mis le plus de fonds, tu veux dire? En fait, c'est lui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est mené de front par Mohamed Ben Salman, qui veut absolument s'imposer dans le jeu vidéo et pas que, aussi dans la pop culture. On en reparlera tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que Mohamed Ben Salman est très proche déjà de Jared Kushner, de Donald Trump. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Donald Trump, en fait, a eu son 2e mandat, il n'y a pas très longtemps, la première personne qu'il a eu au téléphone, c'était Mohamed Ben Salman. Voilà, et pour retrouver l'intégralité de ce multijoueur, rendez-vous sur la chaîne Tech & Co, sur YouTube bien sûr, ou sur l'appli BFM Business. Il est 20h38. Est-ce que votre téléphone va pouvoir se connecter sur le satellite et Starlink dans quelques temps? Eh bien, c'est une option à envisager. On en parle tout de suite avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, décryptage. Qui est plus qu'un invité puisqu'il fait partie de la famille BFM Business, c'est Jean-Baptiste Huette. Salut Jean-Baptiste. Salut François, comment vas-tu ? Journaliste à BFM Business, je vais très bien, je suis ravi d'accueillir encore une fois dans Tech & Co. Toujours des discussions passionnées avec Jean-Baptiste qui traite de l'aéronautique et entre autres, parce que je sais que ce sont des sujets qui te passionnent, et de tout ce qui touche au spatial. Quand on suit un petit peu l'actualité des smartphones et notamment l'actualité de chez Apple, depuis l'iPhone 14, et on en a beaucoup parlé ici dans Tech & Co, dans certaines circonstances, vous pouvez vous connecter à un satellite pour envoyer des messages, on va dire, de secours. Vous êtes en randonnée, vous êtes perdu, vous n'avez pas de réseau. Eh bien, l'iPhone, depuis l'iPhone 14, peut se connecter gratuitement à en fait, une constellation satellite qui s'appelle Global Star et qui vous permet d'envoyer un petit message et votre localisation. Ça a sauvé des vies. Il y a plein de témoignages d'ailleurs qui sont remontés jusqu'à Tim Cook de sportifs, de randonneurs, de personnes qui se sont perdues et qui n'avaient pas de réseau et qui ont pu être sauvées, secourus grâce à l'iPhone. Ça, c'était la première étape. La deuxième, Jean-Baptiste, c'est que visiblement, cette connexion ne va plus servir qu'à des connexions de secours. Ça peut peut-être devenir notre quotidien, finalement, le satellite sur l'iPhone. Ça va devenir notre quotidien. Alors ça l'est déjà parce que le satellite sur l'iPhone, il est omniprésent. Tu en as parlé effectivement quand on envoie des messages en cas d'urgence dans des zones où il n'y a rien, mais on a aussi, n'oublions pas, le GPS, le Galileo européen. Donc le satellite est déjà omniprésent dans l'iPhone. Il s'est passé cet été, au mois de septembre, quelque chose d'incroyablement intéressant, c'est que Starlink, Elon Musk, a acheté, alors c'est passé assez inaperçu, c'était au mois de septembre, c'est au tout début de la rentrée. En plus, c'est très technique. C'est un sujet, franchement, alors, on va peut-être le rappeler juste d'un mot pour les gens qui nous écoutent, le direct to cell, quel que c'est, ça paraît tout simple, c'est de connecter directement un téléphone à un satellite pour pouvoir téléphoner sans passer par des antennes terrestres. Et on sait le coût et parfois la complexité environnementale que c'est d'installer des antennes. On a des gens qui disent « Oh là là, moi je veux pas d'antenne réseau chez moi ». On a des antennes qui doivent en plus souvent être séparées, rapprochées de 3-4 km pour pas avoir des zones blanches. Et donc pouvoir connecter un téléphone directement à un satellite, c'est la promesse sur le papier qu'on fait disparaître ces fameuses zones blanches. On est en vacances dans un territoire vierge, s'il n'y a pas d'antenne téléphonique, on passe pas de coup de téléphone. Et donc Starlink a acquis
cet été, donc c'était le 8 septembre je crois de mémoire, auprès de EchoStar, qui est un autre opérateur américain, un gros lot de bandes de fréquences. Et de manière très simple, ces bandes de fréquences, elles sont donc elles étaient la propriété d'EchoStar, et on prend ces bandes de fréquences et on les plug. En gros, je caricature un peu, mais on les plug sur les satellites de Starlink. En fait, Starlink va pouvoir utiliser ces bandes de fréquences. Exactement. Alors qu'auparavant, elles étaient interdites. Exactement. Elles fonctionnaient sur Terre. Et il faut savoir aussi que ces bandes de fréquences sont particulièrement réglementées. Il ne peut les utiliser pour l'instant qu'aux États-Unis et en aucun cas dans d'autres coins du monde. Parce qu'en fait, chaque pays est souverain de ses fréquences. C'est un no man's, c'est une complexité, la téléphonie avec les fréquences. Et donc, théoriquement, effectivement, il y a eu des tests qui ont déjà été effectués avec ces bandes de fréquences. On peut maintenant, on pourra bientôt. Alors, on a une bande passante qui est encore un peu limitée. On peut envoyer quelques données, mais c'est pas encore très massif. L'idée, c'est que dans quelques années, les satellites, parce qu'il faut aussi un upgrade des satellites, les satellites vont en fait simuler des réseaux 5G, en fait. C'est-à-dire que votre téléphone va croire qu'il se connecte tout simplement à un pylône téléphonique, et non, il se connectera en fait à un satellite. Cette technologie, elle est possible pour une seule raison, c'est qu'on a vu apparaître ces dernières années les constellations de satellites. Des satellites qui tournent au-dessus de nos têtes entre 400, 500, 600 km d'altitude. Oui, donc c'est les orbites basses, hein, c'est ce qu'on appelle les orbites basses. LEO, les orbites basses, à différencier des orbites hautes à 36 000 km. Et là, pour le coup, impossible évidemment d'avoir une connexion à une distance pareille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi Apple revient un peu sur le devant de la scène avec cette histoire-là. C'est que Apple s'intéresse donc à la connexion par satellite bien avant que Starlink... Ils ont été les pionniers sur cette question-là. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure en 2022. Exactement. Et ils ont investi 1 milliard d'ailleurs dans Globalstar, je crois, parce qu'ils se sont dit, si on croit à cette technologie, autant investir beaucoup d'argent dans l'un des opérateurs qui permet ce service. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une espèce de revirement de la part de chez Apple ? Et alors, ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'ils laissent plus ou moins tomber Globalstar pour investir beaucoup, enfin, en tout cas, pour s'associer de manière définitive et en tous les cas forte avec Starlink. Avoir un réseau ou opérer un réseau, c'est extrêmement compliqué. Effectivement, ils ont aujourd'hui 80 de mémoire, je crois 80 ou 90% de Globalstar, sauf que Globalstar est un petit acteur par rapport à Starlink. C'est un peu poussif, quoi. Alors ils sont très spécialisés dans le B2B, puis surtout ils n'ont pas la technologie. On peut envoyer que, tu l'as dit, des petits messages d'urgence, des toutes petites choses, pas de la donnée massive. Ils ont réfléchi. Chez Apple, pendant plusieurs années, il y a eu plusieurs études qui ont été publiées, ils ont réfléchi, ils ont, je crois, pour l'instant en tout cas, abandonné l'idée d'avoir leur propre constellation. Ça coûte une fortune, il faut fabriquer des satellites, il faut évidemment les envoyer, il faut entretenir, il faut remplacer les satellites tous les 2-3 ans, etc. Donc c'est quelque chose de très très lourd. Starlink sait faire ça, Elon Musk, SpaceX sait faire ça très bien, d'où cette idée. En tout cas, c'était le mensuel The Information, je crois, aux États-Unis, qui a révélé l'information et qui dit qu'ils sont en discussion très avancée avec SpaceX, justement, pour qu'il y ait un partenariat. Ce qui peut paraître effectivement logique, parce que Starlink fonctionne déjà partout dans le monde, ça fonctionne très bien, et pour le coup, il y a une complémentarité assez logique, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer, alors tu le sais très bien, Kuiper est dans les starting blocks, qui est le service on va dire équivalent à Starlink d'Amazon. Peut-être que Kuiper va devenir un concurrent direct de Starlink, et qu'Apple et d'autres constructeurs de smartphones auront le choix finalement entre deux acteurs. On en revient toujours au même point, c'est que SpaceX a une avance, Starlink a une avance qui est considérable. Ils ont entre 6 et 8 000, je crois qu'il y a 8 000 satellites qui sont en orbite, qui tournent déjà. Donc ce sont des centaines de lancements, enfin des dizaines et des dizaines, je crois qu'il y avait 150 lancements l'année dernière. Enfin, il y a une cadence d'envoi de satellites qui est... Oui, c'est industriel quasiment. Industriel. Ouais. On doit avoir des lancements de Kuiper d'Amazon, ça va arriver au tout début de l'année avec Ariane Espace. Tout à fait. Mais avant d'avoir un tel maillage du ciel comme à Starlink, ils ont une avance qui est absolument considérable. Donc effectivement, pour Apple, c'est open bar. Mais ce que tu dis est juste, c'est qu'à l'avenir, on va forcément avoir le déploiement comme ça de concurrents qui vont nous permettre de nous connecter. Je pense spécifiquement à l'Europe, parce que nous, on sait, on en parle souvent ici, on est un petit peu à la traîne. C'est un doux euphémisme dans les questions de connectivité par satellite. On a ce fameux programme Iris-Carré, qui est en gestation en ce moment, qui, à partir de 2027, doit avoir le jour. On doit envoyer nos premiers satellites à partir de 2027, donc des satellites pour la connectivité sécurisée pour les militaires, mais aussi, c'est une demande express de la Commission européenne et de l'Agence spatiale européenne, des satellites qui permettent de simuler de la 5G, qu'on puisse se connecter avec nos téléphones. Donc l'Europe
est en retard là-dessus, mais en tout cas, dans quelques années, on devrait avoir Iris Carré. Est-ce qu'on est en train de redistribuer les cartes finalement des télécoms? Est-ce que dans quelques années, finalement, toi ou moi, on sera là? Tiens, qu'est-ce qu'on fait finalement, au lieu d'aller chez Orange, Bouygues, SFR s'ils existent encore, ou Free, peut-être qu'on ira chez Starlink ou qu'Apple nous proposera une offre d'abonnement globale avec les télécoms inclus à l'intérieur, quoi. Je pense qu'on ne soupçonne pas encore le bouleversement que ça va être dans les télécoms. Alors c'est un monde qui est compliqué, mais je pense à la France par exemple, où tous les opérateurs français que tu as cités, SFR, Orange, ont bâti leur modèle économique sur le maillage du territoire. Ouais. Il a fallu coûté des dizaines de milliards. Des dizaines de milliards. Il a fallu des dizaines d'années pour implanter des pylônes un petit peu partout en France, sur les toits des immeubles, dans les zones rurales. Je te parlais tout à l'heure de l'acceptabilité de ces pylônes. Il y a des gens qui hurlent parce que ça peut être dangereux. Certains disaient que ça pouvait être dangereux pour l'environnement, pour les ondes. Même s'il n'y a aucune étude qui a jamais absolument prouvé la dangerosité en fait, de ces ondes. Et donc ils ont tous basé leur modèle économique là-dessus. Donc effectivement, déjà, si on a tout d'un coup un opérateur comme SpaceX qui vient leur voler des abonnés parce que finalement, besoin de. En plus, quand on connaît l'agressivité commerciale de SpaceX, on trouve, pour Starlink, on trouve aujourd'hui des abonnements en France à 29 €. Ouais, et ça marche incroyablement bien. Je dis ça parce que c'est une connexion par satellite pour Internet à 29 €, pardon, mais je ne connais pas d'équivalent. C'est quasi moins cher que les box des opérateurs. Donc en termes d'agressivité commerciale, je pense que les opérateurs peuvent s'inquiéter. Après, la question est plus complexe que ça, parce que les opérateurs téléphoniques, ça peut être aussi un gros avantage pour eux. Ça peut leur permettre finalement d'avoir... Le danger majeur c'est la souveraineté. Il y a eu un problème de souveraineté, c'est-à-dire que si tous les opérateurs disent finalement plus de pylônes et on va confier les communications à Starlink l'américain, il y a un problème de souveraineté évidente. C'est clair. En face, ça apporte des avantages. Des opérateurs comme Orange, comme SFR, Bouygues, peuvent avoir une nouvelle clientèle. Le B2B, par exemple, ils peuvent très bien adresser, par exemple, des services maritimes, le pétrolier, là où on n'a pas beaucoup de services aujourd'hui de télécommunications. Est-ce que c'est pas Starlink qui va faire ça en direct, finalement? Il n'a plus besoin des opérateurs télécoms. Les opérateurs, une sorte de système les opérateurs en marque blanche, j'en sais rien, mais ça peut fonctionner. Après, la question dernière, c'est que est-ce que ça va marcher? Tu vois, là, on est dans ce plateau, il y a du béton au-dessus, du métal partout. La force aussi des opérateurs télécoms, c'est qu'ils ont des émetteurs qui sont indoor, qui font qu'on a du réseau à l'intérieur des bâtiments. Avec les satellites, ça risque d'être compliqué, même si on sait que les ingénieurs de Starlink travaillent justement, réfléchissent à ce que les ondes arrivent à pénétrer dans les bâtiments malgré tout. À l'heure actuelle, il faut pointer un satellite. Il faut quand même avoir une vue. Alors Starlink, il faut avoir une vue. Comme le GPS. Il faut avoir une vue. Quoique le GPS, parfois, même sous des toits un petit peu fins, peut arriver à passer pour le coup. Mais pour Starlink, à l'heure actuelle, il faut quand même pointer un minimum. Je sais qu'il y a eu des tests effectivement d'ingénieurs de Starlink qui se sont approchés de fenêtres et qui ont réussi quand même à avoir des connexions. Après, il y a des limites physiques. Si on émule de la 5G avec des satellites, on reste quand même dans de la science, dans de la physique, avec des ondes courtes ou longues. On sait que les ondes longues pénètrent mieux les bâtiments, les courtes, c'est plus compliqué. Donc, il y aura forcément des adaptations techniques à faire, et quand on est en sous-sol ou au deuxième sous-sol, ce sera compliqué. Donc, il faudra sans doute une antenne sur le toit qui répercutera à l'intérieur, indoor. On sera tous comme ça avec notre téléphone, pour capter un réseau. Ce que disent les spécialistes de ça, justement, c'est que non, ce ne sera pas ton téléphone qui va s'adapter, mais ce seront les antennes de Starlink qui vont s'adapter au téléphone, justement, en étant parfois un peu plus puissantes. Mais ça, dernier mot, ça obligera aussi le constructeur, en l'occurrence iPhone, l'Apple, d'avoir peut-être des composants tout petit peu plus puissants, un modem 5G, et des antennes sans doute plus... Voilà, il y a un petit travail à faire de ce côté-là, côté hardware. Merci beaucoup Jean-Baptiste, passionnant tout ça. Jean-Baptiste Huette, journaliste à BFM Business. On va parler maintenant d'avatar vidéo avec mon invité, la start-up Argile est sur le plateau de Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Et j'accueille Laodice Ménard. Bonsoir Laodice. Bonsoir François. Vous êtes le fondateur d'Argile. Alors, vous êtes une jeune start-up, vous avez été lancé il y a 2 ans avec un cofondateur. Vous êtes 2 anciens de TIDS, qui est la pépite qu'on connaît bien de la tech, bien évidemment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes dit, finalement, l'avenir, grâce à l'IA, ça va être les avatars vidéo. Expliquez-nous un petit peu quelle est votre vision de ce que vous imaginez demain en termes de vidéos faites par l'IA générative.
Absolument. En fait, aujourd'hui, la réalité, c'est que la vidéo, ça coûte très cher. Il y a très très peu de gens qui font de la vidéo. Que ce soit de la vidéo marketing ou même de la vidéo social media, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, d'énergie. Et nous, on a fait le constat qu'en fait, avec la technologie, on allait juste pouvoir donner accessibilité à beaucoup plus de gens pour créer de la vidéo. Et pour ça, il faut une technologie qui soit réaliste. Donc, on a commencé par une technologie d'avatar, parce que les gens ont l'habitude en fait de regarder des humains. Mais c'est aussi, nous, on a un algorithme qui monte des vidéos entièrement et qui permet d'avoir des vidéos qui sont entièrement prêtes. On a des cas d'usage qui vont effectivement, des groupes de presse qui vont transformer des articles en vidéo. On a des clients qui aujourd'hui sont capables, on a un de nos clients qui a généré plus de 500 000 € de chiffre d'affaires avec son avatar IA dans les 6 derniers mois. Donc on n'est plus dans le gadget, on est réellement dans un usage de création de vidéos qui ramène du business. Mais par exemple, votre article qui va être lu par l'IA et dont elle va générer une vidéo en rapport avec cet article. Ça veut dire que la vidéo va montrer quoi? Des images d'illustration de ce qu'il y a dans l'article. Tout va être synchronisé. En fait, on va croire que c'est quelqu'un qui a fait cette vidéo. Absolument. Mais on est en train de créer un agent un peu magique qui est capable de monter les vidéos, justement, parce qu'en fait, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème de production. Je me filme. Et le second problème, c'est en fait, une fois que je me suis filmé et que j'ai la vidéo de moi, comment j'agence ça pour que la vidéo soit intéressante. Et nous, on travaille sur les deux, et notamment pour que ce soit digeste sur les social media, que ça fasse de la vue, que ça fasse du like, etc. On vous voit derrière déguisé en roi. C'est vous, non? J'ai l'impression. Absolument. Alors, c'est une technologie. Alors, parmi les usages qu'on fait de la technologie, on est capable de se mettre dans des scènes. Ça vous va bien, la couronne? Fictionnelles. Ouais, c'est un petit clin d'œil à Game of Thrones et à certaines séries un petit peu plus populaires, ouais. On voit que ça accélère. Alors, vous êtes sur ce segment il y a pas mal de temps, mais quand on voit ce que fait aujourd'hui Sora 2, VO3, c'est hallucinant. Ça va à une vitesse folle, en fait. Ouais, même nous, on a du mal à... alors nous, ça nous arrange parce que ça nous permet d'évangéliser la technologie beaucoup plus vite. Mais on sait que d'ici peut-être 2-3 ans, une grosse partie de la vidéo sera produite par IA. Et effectivement, ça a plein d'implications. Le contenu qui aujourd'hui sur le web et on le sait produit par l'IA, je crois qu'on arrive à un croisement d'ailleurs. On a croisé, les courbes se sont croisées. C'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur le web, il y a plus de contenu créé par l'IA que de contenu créé par l'humain. C'est ça, en quantité d'articles. Complètement hallucinant. Vous pensez que cette courbe aussi va se croiser de la même manière pour la vidéo? Ah, c'est inévitable. La réalité, c'est que ça va devenir beaucoup plus simple de créer une vidéo digitalement que de la filmer. Mais par contre, moi, je crois que ça va rendre les gens plus créatifs. Ça, c'est un sujet qui est très important. Si demain, tout le monde peut créer beaucoup de vidéos, c'est assez contre-intuitif, mais en réalité, il faudra être beaucoup plus créatif pour créer la vidéo qui émerge. Et donc, moi, c'est que les meilleurs, en fait, qui arriveront à attirer l'attention. Absolument. Et aujourd'hui, en fait, on a déjà plus de vidéos. Si vous ouvrez votre feed, vous voyez peut-être 1/1000e des vidéos qui sont faites tous les jours. Il y a beaucoup, on parle de AI slop, les mauvaises vidéos IA, mais il y a beaucoup de human slop aujourd'hui. Et ça, vous ne le voyez pas parce que le travail des algorithmes, c'est de vous montrer ce qui est intéressant, ce qui est bien fait. Et il y a toujours un humain qui doit crafter ça derrière. Donc nous, en fait, ce qu'on donne, c'est la possibilité de faire la forme vidéo qui est accessible facilement, mais le fond doit toujours être fait par des humains et va devenir en fait encore plus difficile. C'est-à-dire que demain, on pourrait... ce qu'on fait là, nous, alors évidemment, on est de vrais humains, on existe, on est en chair et en os, etc. Est-ce que vous pensez que demain, tout ce qu'on fait là pourrait être généré par une IA? Absolument, mais en fait, la réalité, c'est que le format interview, comme on l'a, est un des formats les plus authentiques. De la même manière que dans la photographie, faire de la photographie de mode, par exemple, on va aller plus vers de l'IA, mais faire de la photographie de mariage, ça sera quelque chose d'humain parce que c'est quelque chose où il faut être là. Donc moi, je pense que sur ce qui est podcast, sur ce qui est interview, sur beaucoup de ces formats-là, on va rester sur de l'humain parce que c'est ça que les gens valorisent. Et parce que l'IA n'arrivera pas au niveau, en fait? Non, en tout cas pas avant un certain moment. Et puis ça sera moins authentique. Mais par contre, quand il s'agit de créer des vidéos avec un script qu'on a déjà et en fait de faire des choses qui sont belles et accessibles, ça, oui, l'IA va très bien le faire. Avec un photoréalisme, c'est-à-dire que là, on touche un autre problème. Comment savoir si la vidéo que je regarde est faite par une IA ou par un humain? Alors, je vais être 100% honnête, dans quelques temps, on sera plus capable de le voir. Il faut collectivement réfléchir à comment on approche ce sujet. Moi, je crois que c'est un sujet générationnel. Je pense fondamentalement qu'aujourd'hui, les jeunes sont très à l'aise à parler à ChatGPT comme ils parleraient à un ami. Et de la même manière, ils seront à l'aise à regarder une vidéo d'un avatar IA comme si c'était celle d'un humain. Et en fait, ils vont plus se concentrer sur est-ce que la vidéo m'intéresse, est-ce qu'elle est fun, est-ce qu'elle est éducative, plutôt que est-ce que c'est vraiment un humain qui a été filmé. Moi, je crois surtout que ça donne une voix à beaucoup de gens qui n'auraient pas le réflexe de se prendre, de se filmer, de se poster sur les réseaux, qui vont pouvoir enfin faire passer le message qu'ils veulent faire passer. Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas peur aussi que ces vidéos racontent n'importe quoi? Et que, même si c'est n'importe quoi, certaines personnes crédibles, naïfs, puissent croire à cette vidéo? Est-ce que ce n'est pas déjà le cas?
Non, mais je vous pose la question. Non, mais je suis d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi sur Internet, malheureusement, de n'importe quel contenu. Que ce soit donc, encore une fois, c'est plus texte, une éducation, à votre avis. Exactement. En fait, c'est un format. C'est un format. Nous, on offre un format, une forme. Le fond, en fait, que ce soit un humain ou une IA, on va avoir de la fake news dans tous les cas. Donc, c'est juste qu'il faudra que les gens soient plus vigilants à ce genre de contenu. Quel est l'avenir pour Argile? Donc, améliorer vos modèles, j'imagine. Ouais. Arriver à ce photoréalisme, on y est quasiment. Aujourd'hui, on est capable de créer des comptes sur les réseaux sociaux où les gens ne remarquent plus que c'est de l'IA. Donc on le sait, on est à cette étape. La prochaine étape, en fait, une fois qu'on a résolu le problème de la production vidéo, la prochaine étape, c'est les gens, qu'est-ce qu'ils doivent poster selon leurs objectifs. Donc si je suis un business, je peux faire un avatar qui est ultra réaliste. Et la prochaine question, c'est comment je touche ma cible sur les réseaux, comment je fais un script qui va effectivement faire de la vue, être viral, etc. Donc nous, on est en train de descendre dans cette chaîne de valeur maintenant qu'on vous a créé un avatar qui est vraiment bien, on va vous aider à parler des bons sujets aux bons endroits, au bon moment pour pouvoir en fait toucher votre cible. Oui, c'est presque du conseil finalement là. Absolument, du conseil automatisé et intelligent grâce à l'IA. Voilà, et en fait, en toute transparence, on travaille avec vous actuellement pour essayer de voir jusqu'où on peut aller dans cette numérisation des avatars des présentateurs, notamment. Ça va être intéressant. On vous tiendra au courant, bien évidemment. Hein. On expérimente ça avec Argile. Merci beaucoup, Laodis Ménard, d'être passé sur le plateau de Tech & Co. Vous êtes le fondateur donc, de cette start-up étonnante qui s'appelle Argile. Pour terminer donc, cette émission ce mercredi soir, merci de nous avoir suivis. Podcast, replay qui vous attendent dans quelques minutes. Évidemment, vous retrouverez dès demain matin le replay de Tech & Co sur YouTube. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, jeudi, bien sûr, dès 19h30. D'ici là, très belle soirée et à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.